Sur cette coupe sagittale, on voit très bien sa situation entre l'os maxillaire en avant et le processus ptérygoïde de l'os sphénoïde en arrière. C'est un os qui est pair et symétrique, présentant deux segments, une lame perpendiculaire et une lame horizontale. Il présente aussi trois processus. La lame perpendiculaire contribue à rétrécir le sinus maxillaire en empiétant sur son ouverture. Elle constitue aussi l'une des structures formant la paroi latérale des fosses nasales. La lame horizontale, dont la largeur est indiquée par cette flèche, est soudée au processus palatin de l'os maxillaire et complète ainsi la constitution du palais dur ou palais osseux. L'os palatin présente aussi trois processus. Le processus sphénoïdal en arrière, le processus orbitaire qu'on peut voir sur cette vue supérieure et qui participe à la constitution de la paroi inférieure de l'orbite, et le processus pyramidal tout à fait en arrière. En isolant l'os, on peut revoir ces différents constituants. Nous reconnaissons donc le long de cette flèche la lame perpendiculaire de l'os palatin. Nous reconnaissons aussi ici en rose la lame horizontale et les différents processus. Le processus orbitaire en orange, le processus sphénoïdal en rouge et le processus pyramidal ici en arrière. Cette vue, on reconnaît parfaitement les différents constituants de l'os palatin. La lame perpendiculaire, la lame horizontale, contribuant à compléter la constitution du palais dur ou palais osseux. On reconnaît aussi parfaitement sur cette vue les différents processus. Le processus pyramidal, le processus sphénoïdal et le processus orbitaire. Entre ces deux derniers processus, le sphénoïdal et l'orbitaire, existe une fente, dite fente sphénopalatine, où passent les vaisseaux et les nerfs destinés aux fosses nasales. L'os lacrymal est un os pair et symétrique de forme quadrilatère qui est situé entre le processus frontal de l'os maxillaire en avant et la lame orbitaire de l'ethmoïde en arrière. Il présente deux faces, latérale et médiale, et quatre bords, inférieur, antérieur, supérieur et postérieur. Concernant les faces, on va commencer par décrire la face
latérale, dite face orbitaire, qui est en fait divisée par une crête longitudinale, dite crête lacrymale postérieure, en deux versants. Un versant postérieur et un versant antérieur. Le versant postérieur est aplati, complétant l'orientation de la lame orbitaire de l'ethmoïde. Le versant antérieur est plutôt creusé en gouttière. C'est une gouttière qui va former un sillon qu'on appelle le sillon lacrymal, qui se prolonge en bas par le canal lacrymonasal. Sur cette coupe sagittale, passant par la ligne médiane et donc passant par le septum nasal, on ne voit pas l'os lacrymal. Pour le voir, il faut qu'on retire ici la lame perpendiculaire de l'ethmoïde et on aperçoit alors l'os lacrymal qu'on est en train d'étudier. Il s'agit ici de sa face médiale qui constitue de ce fait l'une des structures qui forment la paroi latérale des fosses nasales. En isolant l'os lacrymal, on peut réétudier ces différents constituants. On voit donc sur l'os isolé les différents bords, le bord supérieur, antérieur, inférieur et postérieur, et on peut reconnaître aussi ces différentes faces. Ici, la face donc latérale où on remarque ici en rose le versant antérieur de cette face qui constitue la fosse lacrymale qui se prolonge par le sillon lacrymal puis le canal lacrymonasal. Sur l'autre versant, il s'agit de la face médiane qui constitue l'une des structures de la paroi latérale des fosses nasales. Est le seul os impair du massif facial supérieur. Il est situé parmi les éléments du septum nasal qu'on est en train de délimiter. Ce septum nasal est en fait formé d'éléments auxquels répond le vomer qu'on est en train d'étudier. Il s'agit du cartilage septal, de l'ethmoïde, sa lame perpendiculaire, et du vomer qu'on est justement en train d'étudier. Le vomer présente deux faces, droite et gauche, quatre bords, un bord supérieur, ou plutôt antéro-supérieur, un bord inférieur, un bord postérieur et un bord supérieur. Les faces droite et gauche sont parcourues par des sillons vasculo-nerveux, obliques en bas et en avant. Les plus creusés sont destinés aux vaisseaux et nerfs nasopalatins. Les bords qu'on a déjà cités, au nombre de 4, on va les voir un à un. Concernant le bord inférieur, il répond aux constituants du palais dur ou palais osseux, représenté par le processus palatin du maxillaire et la lame horizontale de l'os palatin. Le bord
supérieur répond au corps du sphénoïde. Le bord antérieur est en fait constitué de deux segments. Un segment inférieur répondant au cartilage septal et un segment supérieur répondant à l'ethmoïde, à la lame perpendiculaire de l'ethmoïde. Le bord postérieur, bien visible sur cette vue postérolatérale, délimite en fait les coins qui sont les ouvertures postérieures des fosses nasales. En isolant le vomère, on pourra réétudier ces différents constituants. On voit donc les deux faces, droite et gauche, ici l'une des deux faces, et puis les différents bords. Le bord antérieur, le bord inférieur répondant au palais dur, le bord postérieur délimitant les coines et le bord supérieur, ici en jaune, intéressant à étudier sur l'os isolé, ce qui nous permet de voir que ce bord supérieur est en fait élargi, formant ce qu'on appelle les ailes du vomère répondant au corps du sphénoïde. L'os propre du nez, ou os nasal, est un os pair et symétrique qui constitue le squelette osseux du dos du nez. Il est le plus proéminent sur une vue antérieure du squelette de la face. Il constitue de ce fait le pare-choc antérieur qui reçoit les coups lors des traumatismes faciaux à point d'impact frontal antérieur. Il est fait de deux faces. Une face antérieure, sous-cutanée, et une face postérieure qu'on peut voir sur cette vue et qui est en fait constituée de deux segments. Nous allons tout d'abord montrer toute son étendue, ici en rouge, et elle est faite en fait de deux segments. Un segment inférieur qu'on va délimiter ici en vert, qui est libre et qui répond aux fosses nasales, constituant justement la voûte de la fosse nasale. Et un segment en bleu qui répond plutôt à ce qu'on va tracer ici en rose, c'est-à-dire l'épine nasale du frontal. Concernant les bords, l'os nasal présente 4 bords. Un bord latéral répondant au processus frontal du maxillaire, un bord inférieur répondant au cartilage latéral du nez et participant à la délimitation de l'orifice piriforme, un bord médial ou axial répondant à l'os propre du nez du côté opposé, et un bord supérieur répondant au bord nasal de l'os frontal. Nous allons étudier maintenant l'os dit cornée nasal inférieur.
Contrairement aux autres cornets moyens et supérieurs qui font partie de l'ethmoïde, on voit par exemple ici le cornet nasal moyen faisant partie de l'ethmoïde. Le cornet nasal inférieur qu'on est en train d'étudier est un os séparé. Il présente à décrire en fait deux faces. Une face médiane, convexe, qui répond ou qui regarde vers le septum nasal, et une face latérale, plutôt concave. On peut la voir sur cette vue antérieure et qui délimite le méa nasal inférieur où s'ouvre le canal lacrymonasal. Cet os, le cornet nasal inférieur, présente aussi deux bords. Un bord inférieur, libre, et un bord supérieur qui est en fait articulé à ces deux extrémités, antérieure avec l'os maxillaire et postérieure avec l'os palatin. Ce bord présente aussi trois processus. Un processus antérieur, dit processus lacrymal, un processus postérieur, dit processus ethmoïdal, et un troisième processus qu'on peut voir sur cette vue qui regarde vers le maxillaire et qui sera donc dit processus maxillaire. En isolant l'os, on peut justement réétudier ces différents constituants. On peut voir la face latérale et les trois processus. Le processus antérieur en rose correspondant au processus lacrymal, le processus en rouge correspondant au processus ethmoïdal, et toujours du bord supérieur se détache le processus, ici en jaune, dit maxillaire. Sur une coupe frontale de l'extrémité céphalique, on peut bien distinguer l'os dit cornet nasal inférieur, où on voit justement ces deux faces, la face médiale qui regarde vers le septum et la face latérale qui regarde vers le maxillaire. La mandibule est un os impair et médian. C'est le seul os mobile du massif crânio-facial. Elle a la forme d'un fer à cheval, concave et ouvert en arrière. Elle présente à décrire une partie centrale, c'est le corps de la mandibule, et deux branches verticales qui sont coudées presque à angle droit par rapport au corps, en nombre de deux, droite et gauche. Sur cette représentation, on reconnaît parfaitement bien les différents constituants de la mandibule. Ici en rose, le corps de la mandibule ou corpus, et en vert, des deux côtés droit et gauche, on reconnaît les branches verticales de la mandibule, encore appelées ramus de la mandibule. Concernant le corps de la mandibule, il présente une face antérieure sous-cutanée
qu'on est en train de visionner ici sur le schéma. Et au niveau de cette face, on peut reconnaître une crête verticale médiane qui représente la soudure des deux ébauches primitives de l'os. Plus bas, on reconnaît, là en bleu, la protubérance mentonnière et encore plus bas, les deux tubercules mentonniers. Un peu plus latéralement, on peut voir le foramen mentonnier qui livre passage au pédicule, vaisseau et nerf mentonnier qui représente la terminaison du nerf alvéolaire inférieur. Encore plus latéralement, on peut voir ici en orange la ligne oblique qui représente le site de fixation de tout un ensemble de muscles comme l'abaisseur de l'angle de la lèvre, l'abaisseur de la lèvre inférieure, le muscle carré du menton et le triangulaire. Concernant la face postérieure du corps de la mandibule, elle est concave et présente plusieurs éléments à décrire. Au centre, on reconnaît ici la fosse sublinguale. C'est une dépression qui permet d'accueillir les glandes salivaires sublinguales. Plus latéralement, on peut voir la fosse submaxillaire qui permet d'accueillir les glandes salivaires submaxillaires et au-dessous de la fosse sublinguale, le tubercule génien qui donne insertion aux muscles génio-hyoïdien et génioglosse. Entre la fosse sublinguale et la fosse submaxillaire existe la ligne mylohyoïdienne des deux côtés qui donne insertion aux muscles mylohyoïdiens. Le bord supérieur du corps de la mandibule, encore appelé bord alvéolaire, est creusé de 16 alvéoles pour l'implantation des dents. Le bord inférieur est libre, mousse et sous-cutané. Il donne insertion au muscle platysma. Concernant la branche verticale ou ramus de la mandibule, elle présente deux faces. Une face latérale parcourue par plusieurs crêtes osseuses pour l'insertion du muscle masséter. Elle présente aussi une face médiale où on peut voir plusieurs éléments. Tout d'abord, ici en rose, le foramen mandibulaire par où pénètre le nerf alvéolaire inférieur. Il peut être repéré par l'élément représenté en vert ici, c'est l'épine de Spix ou la lingula. Le chirurgien dentiste arrive à la palper et l'utilise comme repère pour injecter son produit anesthésique et assurer le bloc anesthésique du nerf alvéolaire inférieur. On reconnaît aussi sur cette face médiale le passage du sillon mandibulaire où chemine le nerf alvéolaire inférieur
avant de sortir par le foramen mentonnier qu'on a vu sur la face antérieure du corps de la mandibule. La branche verticale ou montante ou ramus de la mandibule présente aussi 4 bords. Un bord antérieur qui se prolonge ici par la ligne oblique, il est tranchant et fin. Un bord postérieur, ici en rose, épais. Un bord inférieur en jaune et un bord supérieur qui présente à décrire plusieurs éléments. Le premier, c'est un processus articulaire qu'on appelle le processus condylaire. Il est supporté par une zone dite col. Le deuxième processus est représenté ici en vert par le processus coronoïde. Il donne insertion au muscle temporal. Entre les deux processus, on parle de l'incisure mandibulaire. Entre la branche verticale ou montante de la mandibule et le corps de la mandibule existe